très, très vieux mort. Ce soir d'octobre 1920, l'hôtel particulier de Lord Spencer à Londres brille de tous ses feux. La haute société est présente au grand complet. Car les réceptions de Lord Spencer ne sont pas à manquer. Elles ont la réputation méritée d'être à la fois somptueuses et complètement folles. Et ce soir-là, Lord Spencer s'est surpassé. Tous les records dans le luxe et l'imagination sont battus. Par les soins du maître de maison, l'hôtel particulier a été transformé en désert. Oui, en désert. Il n'y a plus aucun meuble, et les parquets, les dallages, les escaliers sont recouverts d'une épaisse couche de sable. Le service est assuré par de jeunes indigènes vêtus d'un pagne. Il y a même, errant de pièce en pièce, un authentique chameau qui promène ses deux bosses d'un air passablement désorienté. Il faut dire que cette soirée n'est pas vraiment comme les autres. Lord Spencer fait ses adieux pour de longs mois à la société londonienne. Il est sans conteste un personnage. Il a la cinquantaine, mais on lui donnerait un peu plus, sans doute à cause des excès de toutes sortes dont il est coutumier. Il est relativement gras, un peu bouffi, mais tient à se donner une mine éclatante en usant généreusement de la pommade et du fond de teint. En dehors de cela, c'est un homme d'une élégance raffinée. Ses costumes de soirée sont coupés par les meilleurs tailleurs. Il arbore toujours au revers de son veston une orchidée blanche. À ses côtés, faisant avec lui les honneurs de la maison, il y a George Bertrand. Lui aussi est une figure de la vie londonienne. La bonne société est folle de ses cheveux noirs au flou artistique, de son regard bleu candide et de sa fine moustache, sans parler de son grain de beauté à la pommette droite, qui est l'un des éléments essentiels de son charme. Bref, Georges Bertrand a tout du dandy fin de siècle, ce qui en 1920 semble à tout le monde merveilleusement suranné. Comme Lord Spencer, il est d'une élégance irréprochable, à la différence que ses costumes à lui sont extrêmement moulants, et qu'au lieu de porter une orchidée blanche à son revers, il arbore en toute occasion une orchidée rose. Cela fait des années que Lord Spencer et Georges Bertrand reçoivent ensemble, et cette soirée est leur dernière dans la capitale anglaise. Demain matin, ils prendront le bateau pour l'Afrique. Ils vont découvrir tous deux, depuis l'Égypte jusqu'à l'Afrique du Sud, où Georges Bertrand possède une mine d'or qu'il n'a jamais encore visitée. Oui, une soirée très réussie. Sur le sable, au milieu des palmiers, les conversations vont bon train. Les mauvaises langues ne se gênent pas pour affirmer que le lord et son compagnon partent en voyage de noces. Lord Spencer, sa coupe de champagne à la main, s'efforce de rassurer les sensibilités délicates. Mes chers amis, d'aucuns ont prétendu que je n'aimais pas les femmes. C'est très exagéré. Je vous assure que je les tolère. La fête se termine fort tard, et le soleil est déjà haut quand l'un des domestiques va prendre le chameau par son licou pour le reconduire au zoo. Lord Spencer et Georges Bertrand, eux, sont déjà partis. Ils vont beaucoup manquer à la haute société londonienne. Pourtant, celle-ci n'a pas fini de parler d'eux. Les semaines passent. Depuis l'Afrique, Lord Spencer envoie régulièrement des lettres à ses nombreux amis. Sa correspondance est enthousiaste. Ils sont arrivés, Georges Bertrand et lui, à Alexandrie. Ils ont visité l'Égypte, ils ont descendu le Nil jusqu'au Soudan. Ensuite, ils ont continué leur traversée de l'Afrique en chaise à porteur. Bref, l'atmosphère est idyllique sur tous les plans. Décembre 1920. Lord Spencer décrit longuement son ravissement devant l'Afrique du Sud. La mine d'or de son ami Georges Bertrand est une révélation. Les pépites sont grosses comme le poing, et les noirs qui les extraient nus sous le soleil sont beaux comme des dieux. Il ne se lasse pas de les contempler. Enfin, il faut tout de même rentrer. Début 1921, Lord Spencer annonce à regret à ses amis londoniens qu'ils ont repris le chemin du retour. C'est de nouveau la traversée en chaise à porteur. Mais en arrivant sur le Nil, il décide, son compagnon et lui, de faire un petit détour. Au lieu de continuer par le bateau, ils vont faire un crochet par le désert de Nubie. Certes, la contrée n'est pas sûre, mais ce sera tellement excitant. Et puis, au mois de mars 1921, les amis de Lord Spencer reçoivent une carte-lettre dont les mots ont été tracés hâtivement. George a disparu dans le désert. Il a été impossible de le retrouver. Je rentre. Quand Lord Spencer débarque un mois plus tard, dans le port de Southampton, il y a beaucoup de monde pour l'accueillir et le soutenir.
Il a bien changé. Malgré son hâle, il semble désemparé. Et chose inouïe, pour la première fois de sa vie, le revers de son veston est vierge. Pressé de questions, il se borne à répondre en secouant la tête. « Je ne porterai plus jamais d'orchidées. Plus jamais. » Et il s'enferme dans son hôtel particulier de Londres. Fini les réceptions folles. Lord Spencer n'est plus qu'un homme accablé par le destin. Pourtant, les choses ne peuvent pas tout à fait en rester là. À Scotland Yard, Douglas Robertson examine attentivement les éléments du dossier. À 30 ans, ce jeune lieutenant est plein de promesses, et il a une qualité qui, bien que courante chez les Britanniques, est développée chez lui au plus haut point, le tact. Aussi, est-ce lui qu'on a chargé de cette enquête délicate. Après avoir pris rendez-vous avec les formes d'usage, il se rend chez Lord Spencer. Celui-ci le reçoit prostré dans un fauteuil. Les volets sont à moitié tirés, et il règne dans le salon une pénombre lugubre. Le jeune policier parle d'un ton respectueux. « Voyez-vous, milord, nous pensons qu'il reste un espoir de retrouver Georges Bertrand vivant. Il a peut-être été enlevé par une tribu nomade. Aussi, toutes les précisions que vous pourrez nous donner sur sa disparition nous seraient précieuses. » Mais Lord Spencer pousse un soupir accablé. « Hélas, je ne sais pratiquement rien. Nous étions en plein désert. Il devait être 6 heures du soir. Je dois vous confesser que Georges et moi, après le thé, nous nous étions disputés. Oh, une chose sans importance. Mais Georges était, très romantique. Il n'a pas supporté mes reproches. Il est parti comme cela dans le désert. Bien sûr, j'ai pensé que c'était un caprice, mais la nuit est tombée sans qu'il revienne. Nous avons dû attendre le lendemain, mes boys et moi, pour partir à sa recherche. Nous n'avons rien pu faire. Tout cela est de ma faute. Je ne me le pardonnerai jamais. » Douglas Robertson demande avec ménagement à son interlocuteur quelques précisions géographiques, mais celui-ci est incapable de lui fournir. La géographie n'a jamais été son fort. Ils étaient dans le désert, c'est tout ce qu'il peut dire. Douglas Robertson remercie et prend congé. Il sait qu'il n'a rien de plus à attendre. Le jeune lieutenant continue donc son enquête. Comme chaque fois qu'il entreprend quelque chose, il le fait sérieusement. Avec l'assentiment de ses chefs, il décide de se rendre sur place, ni plus ni moins. Il va d'abord en Afrique du Sud, et à son tour visite la mine d'or. Le directeur lui confirme que son patron, Georges Bertrand, y a séjourné 15 jours en compagnie de Lord Spencer. Ensuite, ils sont partis vers le nord pour rentrer en Angleterre. Le directeur apprend en outre à l'enquêteur que la mine représente une véritable fortune. C'est une des plus importantes d'Afrique du Sud. Douglas Robertson remonte à son tour vers le nord. À 3 mois de distance, il refait le chemin des 2 Anglais. Quand il rencontre un village, il montre aux habitants la photo qu'il a emportée avec lui, celle de Georges Bertrand, avec ses cheveux sombres, au flou artistique, sa fine moustache et sur la pommette droite son grain de beauté. Et à chaque fois, les indigènes hochent la tête, en faisant un signe de la main dans la même direction, vers le nord. Il est parti vers le nord. Douglas Robertson suit ainsi sa trace jusque sur le Nil. Mais quand il arrive au désert, la piste s'arrête. Les nomades qu'il rencontre ne reconnaissent pas la photo. Georges Bertrand a bel et bien disparu dans les déserts de Nubie. Rentré dans son bureau de Scotland Yard, Douglas Robertson classe le dossier. Les années passent. Il gravit progressivement les échelons. Il devient l'un des chefs de la police criminelle britannique, et il oublie peu à peu le lord excentrique et son jeune compagnon. Mais 10 ans plus tard, en mars 1931 exactement, la loi britannique l'oblige à rouvrir le dossier. Selon la législation, en effet, passé un délai de 10 ans, un disparu est officiellement présumé mort, ce qui a pour conséquence qu'on peut désormais ouvrir le testament de Georges Bertrand. Le document est très bref, mais il produit l'effet d'une bombe. « Je lègue tous mes biens, y compris ma mine d'or, à mon très cher ami Lord Spencer. » Quand elle connaît les dernières volontés du disparu, la haute société londonienne se met à jaser. Tout le monde sait que Lord Spencer mène un train de vie follement dispendieux, et qu'il a progressivement dilapidé les biens de sa famille. Mais maintenant, avec la mine d'or de Georges Bertrand, le voilà devenu un des hommes les plus riches d'Angleterre. De là à penser que... C'est évidemment ce que pense aussi Douglas Robertson. Cette fois, il ne se rend pas chez Lord Spencer, il le convoque dans son bureau.
Le vieil aristocrate a l'air bouleversé. « Ce cher George, si j'avais pu m'attendre. »« Parce que vous n'étiez pas au courant du testament en votre faveur ?»« Absolument pas. L'autre jour, en l'apprenant, je me suis trouvé mal. » Le policier de Scotland Yard revient sur les circonstances de la disparition. Il se rend rapidement compte qu'il perd son temps. Lord Spencer lui dit ce qu'il veut bien lui dire. Tout cela s'est passé en plein désert, sans témoin, ou en présence d'indigènes qu'il a pu facilement acheter. Il n'y a aucune preuve contre lui. Il n'y a même aucune preuve qu'il y ait eu un crime. Douglas Robertson met ses meilleurs hommes sur l'affaire. Il lance un ordre d'enquête d'une durée illimitée. Pourtant, cela ne donne aucun résultat. Les témoignages sont encore plus vagues que la première fois. Et de toute façon, la trace de Georges Bertrand s'arrête dans le désert de Nubie. À partir de là, il n'y a plus rien. Avec le temps, Douglas Robertson finit par se dire qu'il n'est pas impossible qu'il s'agisse réellement d'une disparition. Et une seconde fois, il oublie l'affaire. La guerre arrive. Lord Spencer, malgré sa nouvelle fortune, ne reprend pas sa vie mondaine d'avant le drame. Au contraire, il vit de plus en plus reclus dans son hôtel particulier de Londres. Il finit par mourir, dans la solitude, en 1948. Seuls quelques nostalgiques se souvenaient encore de ces folles extravagances de jadis. Été 1950. Douglas Robertson, qui occupe maintenant un des postes les plus élevés de Scotland Yard et qui n'est plus loin de la retraite, est en vacances en Égypte. C'est la première fois qu'il y séjourne depuis l'affaire Spencer Bertrand, il y a plus de 30 ans. Mais il y a longtemps qu'il n'y pense plus. Quand il arrive au Caire, il va, bien sûr, visiter le fameux musée d'Antiquités. Tout un après-midi, il s'y promène. Il aime la fraîcheur des salles plongées dans une demi-obscurité. Alors que la canicule sévit à l'extérieur et comme beaucoup d'Anglais, il a toujours eu un penchant marqué pour l'ancienne Égypte. Les momies, surtout, le fascinent. Il y en a sur des salles et des salles, alignées le long de chaque mur. Douglas ne peut s'empêcher d'observer plus particulièrement celles qui ne portent plus de masque et dont les traits apparaissent miraculeusement conservés depuis des millénaires. Certaines sont sans une ride. On croirait qu'elles viennent de s'endormir et qu'elles vont se réveiller. Tiens, par exemple, ce jeune homme recouvert de bandelettes. Douglas Robertson se penche pour lire la petite plaque de cuivre sur le sarcophage. Prêtre d'Isis, environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Ne dirait-on pas contemporain ? Ses traits sont si modernes qu'on l'imaginerait très bien en costume du XXe siècle. Le policier de Scotland Yard porte subitement les mains à son cou. L'air lui manque. Il sent la salle tourner sous ses pieds et il s'appuie contre le mur pour ne pas tomber. Les gens commencent à s'attrouper autour de lui, mais il les repousse. Surmontant sa répulsion, il s'approche de nouveau de la momie. On ne voit pas les cheveux noirs bouclés qui sont dissimulés sous les bandelettes. La fine moustache a été rasée, mais la forme du nez et de la bouche sont les mêmes. Et surtout, sur la pommette droite, il y a un grain de beauté. Le fameux grain de beauté qui faisait dans les années 20 le charme de Georges Bertrand. Douglas Robertson, comme un fou, se précipite dans le bureau du directeur du musée. Mis au courant de l'horrible éventualité, celui-ci va dans ses archives et en sort un dossier poussiéreux. Il en donne connaissance à son interlocuteur. La momie nous a été offerte en 1934 par un égyptologue très connu. D'après les ornements rituels, il s'agit d'un prêtre d'Isis de la 11e dynastie. Douglas Robertson ne tient plus en place. La provenance, dites-moi la provenance de la momie. Le directeur se racle un peu la gorge. D'après mes documents, l'égyptologue l'aurait acheté à une tribu nomade. Il s'agissait sans doute de pilleurs de tombes. Bien sûr, ce n'est pas entièrement légal, mais que voulez-vous ? Dans le cas présent, c'était dans le désert de Nubie. Après quelques mots de remerciement, Douglas quitte le bureau. Il se rend au siège central de la police égyptienne et il adresse un télégramme, court et précis. Prière d'envoyer d'urgence radiographie dentaire de Georges Bertrand, disparu dans le désert de Nubie en mars 1921. 2 jours plus tard, dans un des laboratoires du musée du Caire, un spécialiste compare la formule dentaire du disparu avec celle de la momie. Quand il se redresse après avoir terminé son examen, il est tout pâle. Il n'y a aucun doute possible, il s'agit de la même personne. La semaine suivante, Douglas Robertson est à Londres, dans l'hôtel particulier qu'habite maintenant le fils de Lord Spencer.
Au début, ce dernier est sceptique, mais au fur et à mesure que le policier de Scotland Yard parle, il sent l'horreur le gagner. « Votre père ne vous a jamais rien dit ? Il ne vous a jamais laissé comprendre à demi-mot quelque chose ? Attendez. Dans ces papiers, j'ai trouvé une lettre à ne pas ouvrir avant 1960. Je crois que c'est peut-être le moment de la lire. » Le fils de Lord Spencer va vers un coffre-fort. Il sort la lettre, la décachette en tremblant, la parcourt à toute vitesse et la tend sans un mot dire au policier. Il est blanc comme un linge. Douglas Robertson la prend des mains du jeune Lord et lit. C'est une des confessions les plus extraordinaires qu'ait faite un criminel. Moi, Lord Spencer, 22e du nom, avoue avoir assassiné le 8 mars 1921 George Bertrand. Depuis 1 an déjà, George m'avait dit avoir fait un testament en ma faveur. C'est à ce moment que j'ai décidé de le tuer. C'est moi qui ai eu l'idée du voyage en Afrique et qui ai réglé les moindres détails. Le pauvre George n'y a vu que du feu. Dans le désert de Nubie, je l'ai abattu d'un coup de revolver. La veille, j'avais renvoyé nos boys. Ensuite, j'ai attendu le passage d'une caravane. Je savais que les nomades nubiens s'intéressaient aux corps pour les embaumer, afin de les vendre aux amateurs de momies. J'ai vendu le corps de George à la première caravane qui est passée. Comme le coupable était mort, l'affaire n'a pas eu de suite sur le plan judiciaire, mais son fils n'a pas supporté le déshonneur. Il a renoncé à ses droits sur cette mine d'or maudite, et par autorisation spéciale du roi, il a obtenu la permission d'abandonner son titre. Lord Spencer, 23e du nom, s'appelle désormais Monsieur Smith.